Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet, un site et un podcast indépendant. Je suis Anne Greff et je vous propose des interviews autour des thèmes environnement, culture et droits humains. Si ce podcast vous plaît, merci de soutenir mon travail à partir de 3 € par mois sur Patreon. Vous trouverez le lien dans le descriptif de cet épisode. Aujourd'hui, sur So Sweet Planet, je vous propose une rencontre avec la réalisatrice iranienne Sepideh Farsi pour parler de son documentaire et du livre. Je lui laisse nous prononcer ce beau titre. Bonjour Anne. Put your soul on your hand and walk. Donc le livre et le film qui sortent le 24 septembre, un film et des photos qui témoignent de ce que subissent les Palestiniens à Gaza. Le sujet, les contenus en sont bouleversants. Ils viennent questionner notre humanité, celle de chacun et chacune d'entre nous, mais aussi celle de notre famille humanité sur cette planète. Où en sommes-nous pour en être là? Et vous, Sepideh Farsi, avec Fatma Asona, vous avez réalisé ce travail incroyable de documentation, de témoignage de cette réalité, puisque les journalistes sont interdits à Gaza et plus de 200 parmi celles et ceux qui résistent ont été tués. Et votre travail nous permet de mesurer, au-delà de ce que vous pouviez imaginer malheureusement, à quel point il dérange et jusqu'à quelle violence le gouvernement israélien est prêt à aller pour faire taire, pour empêcher que ces images de ce qu'ils font à Gaza soient diffusées, puisque Fatma Asona a été assassinée avec sa famille le 16 avril 2025, nous en reparlerons, suite à une attaque israélienne sur sa maison, le lendemain de l'annonce de la sélection du film par le Festival de Cannes. Pour elle, pour eux, vous continuez à défendre son travail. Bonjour Sepideh Farsi. Bonjour Anne. Oui, je reviens sur le chiffre que vous avez cité. Malheureusement, depuis que le film a été terminé, ce chiffre qu'au mois de mai on a annoncé comme 211, mais qui était déjà une sous-estimation. Il y a quelques jours, j'ai appris par le réseau Reporters Solidaires qui font un travail très étroit avec les journalistes palestiniens que déjà la semaine dernière, on avait dépassé les 304 personnes, journalistes assassinées, ciblées. Donc c'est énorme, c'est énorme. C'est incroyable. Est-ce qu'on a déjà vu un tel nombre sur un conflit d'ailleurs ? Non. Aujourd'hui, les deux guerres mondiales réunies, plus je n'atteindrai pas les 2/3 de ce chiffre. C'est totalement inédit, absolument horrifiant. Oui. Et ce ne sont pas des hasards, c'est-à-dire qu'ils sont pris dans des bombardements. Il y a un vrai ciblage. On va en reparler aussi des journalistes pour vraiment faire taire. Donc le film et ce livre sortent, donc nous enregistrons lundi 22, une date qui n'est pas anodine non plus, sortent donc mercredi, après-demain. Je vois sur votre compte Instagram que vous avez un rythme très intense là, de promo, d'interviews, d'avant-première, Paris, province et autres pays. Comment allez-vous ce matin ? Pas trop fatigué ? Oh, je suis arrivée de Rennes hier soir après minuit, si vous voulez tout savoir. Oui, j'ai vu ça sur Instagram, vous aviez une projection hier à Rennes. Le train était retardé, c'est comme ça. Et en fait, non, ce qui la fatigue physique, c'est rien à côté de ce qui se passe à Gaza. Moi, c'est ça ma préoccupation. Oui. Ce matin, hier soir dans le train, j'avais demandé des nouvelles de la meilleure amie de Fatem. Oui. Je l'appelais ainsi, Fatem. Oui. Ses poèmes, comme c'est proche. Fatma Asona, donc je lui ai demandé de ses nouvelles, de sa meilleure amie. Donc la maison et les deux petits-enfants qu'on voit dans le film, ce sont les neveux et nièces de cette amie très proche depuis chez qui elle m'appelait souvent. Et elle est toujours au nord. Elle pleurait au téléphone. J'ai jamais entendu des messages comme ça. Elle me dit... elle m'envoyait un audio qui disait en substance que son voisin avait été tué. Il avait été blessé. Ils l'ont emmené chez eux et il est mort d'hémorragie sous ses yeux. Elle me dit ils vont arriver chez nous à n'importe quel moment. Je ne sais plus quoi faire. Moi, toute ma famille, on peut pas évacuer parce que on est chez nous, on n'a pas d'argent. Et ce matin, sa mère, la mère de Fatem, donc dont vous n'aviez plus de nouvelles non plus là ces derniers jours. J'avais pas de nouvelles. Exactement. Là, elle m'a répondu. Elle m'a dit
Dieu merci, je suis encore là et tant que tu vas bien, je vais bien aussi, mon amour. Ah, Ça, je ne sais pas comment vous décrire ce que je ressens quand je reçois ce genre de mm, témoignages. C'est tellement ils sont pendus à un fil en fait d'espoir et d'humanité qui est sans cesse en train de se casser et puis ils s'accrochent à autre chose. Et j'ai honte même de demander, mais je le fais quand même parce qu'il faut qu'ils sachent qu'on est là pour eux, oui, oui, et même que si on vous peut rien continuez de vous faire. préoccuper Ouais. de leur sort. Alors, avant de parler donc de ce travail sur les massacres en cours des Palestiniens, j'aimerais vous présenter rapidement. Donc, Sepideh Farsi, vous êtes iranienne. Vous vivez la révolution à 13 ans. Vous faites de la prison à 16 parce que vous aviez hébergé une dissidente, je crois, c'est ça? Oui, tout à fait. J'avais dissidente comme on peut être à 16 ans, hein, mais en fait, j'avais caché une amie du lycée qui était recherchée pour des raisons politiques. Et puis, c'est la raison principale pour laquelle j'ai été arrêtée, en fait, puisque on a été dénoncé et elle a été arrêtée chez moi. Et en fait, par la suite, elle a été torturée et assassinée, exécutée par le régime. Pouf. Et vous quittez l'Iran à 18 ans pour pouvoir continuer à vivre. Installé à Paris depuis, vous étudiez les mathématiques, vous faites vous aussi de la photo, comme Fatma Assona, et réalisez une quinzaine de films, documentaires, fiction et animation, parmi lesquels on peut citer Téhéran sans autorisation, réalisé aussi avec un téléphone portable, mais sur place en 2009 en Iran, et Red Rose en 2014. Votre film d'animation La Sirène, qui traite de la guerre. Alors, j'ai entendu que vous préfériez qu'on le dise dans un certain ordre, Iran-Irak ou Irak-Iran. Bah, c'est l'Irak qui a attaqué l'Iran en premier. J'aime bien qu'on dise que c'est Israël qui a attaqué l'Iran en juin cette année. C'est bien de préciser qui attaque qui Oui, d'abord. Après, les causes sont complexes. Je veux pas simplifier et dire oui, c'est oui. juste parce que. Mais moi, je l'écris Irak-Iran, oui, en effet. D'accord, donc Irak-Iran. Il a été projeté en ouverture de la Berlinale. Il a gagné de nombreux prix depuis. Vous travaillez en ce moment, si mes sources sont bonnes, à un western iranien et à un roman graphique inspiré de votre vie. Et vous restez une militante pour l'instauration de la démocratie en Iran. Tout est bon? Absolument. Et j'ajouterais qu'il y a un film d'animation qui se développe en parallèle au roman graphique sur ma vie, donc Ah, qui s'appellerait Mémoire d'une fille pas pas rangé. rangée. Oui. Alors, nous pouvons passer aux questions. Alors, le livre, il a été coédité, si j'ai bien compris. J'ai vu qu'il y avait Amnesty International, Mediapart. Tout à fait. Ce sont les éditions textuelles qui le publient, mais avec le soutien de Amnesty et Mediapart Voilà. et Et RSF également. donc, Caroline Fouteau, présidente et directrice de la publication de Mediapart, écrit dans le livre qui accompagne le film « L'accès à la bande de Gaza est interdit à la presse internationale, tandis que les reporters palestiniennes sont la cible des snipers. En toute impunité, des dirigeants incendiaires et criminels engendrent le pire. Benjamin Netanyahou continue de voyager où bon lui semble, alors qu'il est sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Donald Trump espère, lui, obtenir un prix Nobel de la paix, alors que son pays est le premier fournisseur des armes du massacre. Vous dites: à l'origine, j'ai éprouvé le besoin de faire entendre la voix des Palestiniens, qui était presque totalement absente du récit de ce conflit dans les médias depuis le début. Peut-être qu'on pourrait déjà expliquer un peu ce contexte qui vous donne cette envie de partir, d'aller sur place et d'aller chercher cette voix qui manque. Oui. Alors, le ressenti, enfin, sentir ce besoin qui est né en moi et à plusieurs origines, à plusieurs raisons, disons. D'une part, je suis iranienne, comme vous l'avez évoqué. Je connais ce qu'est la répression, ce qu'est les médias pas libres, obstacle à l'accès à l'information, accès fermé, ou disons, l'Iran, le régime iranien fait ça depuis très très longtemps, en fait, selon les périodes, lorsque ça les arrange. Ils ouvrent un petit peu, et il y a quelques journalistes qui entrent, mais à des moments très spécifiques de notre histoire, comme par exemple en 2009, au moment de la vague verte, après la fraude électorale des élections où le candidat réformateur ou réformiste, on va dire, Moussavi, était donné gagnant par tout le monde, et en effet, depuis
depuis il est en résidence surveillée depuis 14 ans maintenant, en train de mourir chez lui, contre Ahmadinejad qui a été donné gagnant parce qu'ils ont triché. Et à ce moment-là, le régime iranien, en 48 heures, a amassé tous les journalistes étrangers, non iraniens, et les a priés ou plus ou moins expulsés, on va dire, sauf un qui était un Britannique qui était arrêté, qui avait disparu et qui a été renvoyé juste après. Et en fait, c'est la première fois que les Iraniens, donc en l'absence d'observation internationale des médias donc non iraniens et les journalistes iraniens étant sous attaque permanente et répression, le journalisme citoyen est né en Iran avant même les printemps arabes. Donc les gens ont commencé à se filmer, à transférer exactement ce que font les Palestiniens, les civils en dehors, je ne parle pas des professionnels. Et donc je connais très bien ça. Moi, c'est la dernière fois que j'ai été en Iran. Juin 2009, je quitte mon pays pour la dernière fois, juste avant ces élections, et depuis, je ne peux plus retourner en Iran. Donc évidemment, je me sens très impliquée lorsque je vois que Gaza est assiégée. En plus, la sirène parle d'une ville assiégée en Iran sous la guerre, sous les bombes irakiennes. Ce sont des thématiques et des situations qui m'interpellent personnellement. Je les connais plus ou moins. Évidemment, j'ai jamais été sous les bombes moi, mais je me sens, ça m'interpelle. Je suis impliquée, ça me préoccupe. Donc, à un moment donné, pendant la tournée avec mon film La Sirène, donc c'est vrai que le titre, c'est la sirène de la guerre, la sirène d'Abaddon, mais comme ça. Oui, c'est pas la petite sirène et le bucolisme. Exactement. Je bougeais de ville en ville, je faisais le tour du monde avec le film, donc qui parlait d'une guerre au passé, qui avait été conclue en 88, qui avait pris fin. Bon, c'est une guerre très différente, c'était une guerre classique, c'était une guerre de tranchées entre deux pays, même si la taille des pays était différente. Bon, et les armées aussi, mais il y avait quand même deux armées régulières qui s'affrontaient. Donc très différent de ce qui se passe à Gaza aujourd'hui, depuis le 7 octobre, et puis depuis un siècle en fait, en Palestine historique. Mais néanmoins, j'ai été quand même très touchée par ça et par l'absence de ce que j'appelle l'absence totale, quasi totale de la voix palestinienne des médias. Aujourd'hui, on voit, ce matin, je sens une vraie bascule dans les médias français. Mais je veux dire, on est quasiment à 2 ans, dans quelques jours, on va être à 2 années dans 2 semaines précisément, du début de ce conflit. Et les premiers jours, en fait, on entendait les autres parlaient à la place des Palestiniens et Palestiniennes, mais eux, ils n'étaient jamais là. Et elles étaient jamais là. Personne ne leur posait la question, qu'est-ce que tu ressens? Et moi, ça, je connais en tant qu'Iranienne. Je connais comment dire, cette façon d'avoir un intérêt médiatique, mais on parle de vous comme si vous étiez des gens sous tutelle ou pas capables de vous exprimer. Donc, et je vais toujours à l'assaut quand j'ai l'occasion, bien sûr, et je prends la parole autant que je peux pour l'Iran, bien sûr, déjà, à mon nom. Évidemment, je ne parle pas pour les autres Iraniens, mais en tant qu'Iranienne, je donne mon point de vue. Et puis là, j'ai senti que j'avais besoin déjà en tant que personne, citoyenne du monde, de comprendre ce qui se passait à Gaza. Et surtout, après, en tant que cinéaste, j'avais besoin de réagir aussi avec des images. C'est comme ça que je suis partie, en fait. Vous êtes parti au Caire. Et le voyage, quand vous partez pour la marche pour Gaza et le voyage avec ce projet de film, c'est le même voyage ou c'est deux choses différentes? Il y a 1 an qui les sépare. En fait, je pars en avril 2024 pour essayer de rentrer, passer Rafah et entrer dans Gaza, en Palestine, ce qui s'avère impossible. Donc je reste quelques semaines au Caire, et je filme et je vis avec des réfugiés palestiniens qui venaient de quitter Gaza. Et c'est par l'un d'eux que je suis présentée à Fatem à distance, donc en ligne. Oui. Et ensuite, 1 an après, donc il y a tout ce qui se passe entre nous. Pendant 1 an, je la filme, on échange. Le film est terminé, il est sélectionné à Cannes. Le lendemain de l'annonce, comme vous l'avez dit, de la sélection, Fatem est ciblé et meurt, est assassiné avec toute sa famille. Il n'y a que sa mère qui survit à cette attaque. On reviendra sur les détails de l'attaque. Et donc, le film est présenté, je continue à voyager. Et donc, en juin 2025, il y a...
depuis le mois de mai, disons avril-mai, ce projet de marche globale pour Gaza se met en place. Et moi, je décide d'y aller. Je suis encore à Annecy, au festival d'Annecy, en tant que membre du jury, mais je décide de changer de programme et de me joindre à cette marche. Donc, en juin 2025, j'arrive à Gaza, au Caire, pardon. Oui. Et quand je sors de l'avion, dans la nuit du 12 au 13 juin, j'apprends qu'Israël a attaqué l'Iran. La marche va être extrêmement surveillée, quasiment interrompue. Enfin, les cortèges se forment, les cortèges internationaux. Le cortège international, il y a 150 délégations de pays différents qui arrivent, mais la police égyptienne est là. Il y a des refoulements, il y a des arrestations, il y a des expulsions, des frappes. Enfin, c'est un État policé, et à ce moment-là, on est archi surveillé au Caire. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais de façon très, très tronquée et avec beaucoup de difficultés, parce que Netanyahou a demandé expressément à Al-Sisi d'empêcher la marche. Et raison pour laquelle, d'ailleurs, il a choisi cette date fatidique de 12 au 13 octobre juin pour attaquer l'Iran, alors que ça fait 4 décennies qu'on parle de l'éventualité de ces frappes, mais c'est à ce moment-là qu'il choisit de frapper militairement, parce que il sait que à ce moment-là, les yeux vont se détourner de Gaza, vont se tourner vers l'Iran, et donc on va plus parler de Gaza pendant quelques jours. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Et la conférence pour la reconnaissance de la Palestine est annulée à ce moment-là, puisque ça devait avoir lieu le 18 juin. La France reporte. Et donc, c'est une attaque précisément. Enfin, la date est choisie avec beaucoup d'intelligence, maléfique malheureusement, mais très savamment, et ça fait effet. Et ensuite, donc je reviens, et puis on est dispersés. Il y a une marche qui a lieu entre Paris et Bruxelles, symboliquement pour aller vers le Parlement européen. Mais bon, il y a c'est très, oui, donc c'est 2 voyages différents. D'accord. Donc, dans le film, et c'est repris dans le livre, Fatma Asona vous dit « Je ne peux pas décrire ce qu'on traverse. Nous vivons une vie très simple, et même ça, ils veulent nous le prendre. Pourquoi ? J'ai 24 ans et je ne peux rien vivre. Et je n'ai rien de ce que j'aimerais avoir, parce qu'à chaque fois que tu atteins ton objectif, il y a un mur. Ils mettent un mur devant toi. Donc tu y arrives sans jamais y arriver. Tu l'atteins sans jamais atteindre ton but, à cause des frontières et à cause de cette occupation. » Et vous dites au début du film que quand on vous a présenté Fatma Asona, vous avez réalisé à quel point vos 2 vies étaient affectées par les murs et la guerre. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur vos murs respectifs et vos guerres ? La guerre, vous en avez déjà parlé un petit peu, mais les murs ? Oui. Les murs, en fait, elle est née à Gaza en mars 2000, et elle est assassinée à Gaza sans avoir jamais mis les pieds hors de Gaza, en avril 2025. Elle venait juste d'avoir 25 ans. Et donc les murs, dans son cas, c'est flagrant. Moi, quand je lui pose la question à un moment dans le film, je lui dis vers la fin, quand il y a quand même, elle est atteinte de quelque chose qui est entre dépression et dissociation. Enfin, elle est quand même affectée, très affectée. Oui. Et j'essaye de l'égayer et de lui donner espoir. Je fais des comparaisons un peu. Mais je me dis, si je lui parle du Covid, elle va me dire, mais non, c'est vrai que... Et je lui dis, alors, et pendant le Covid, comment est-ce que tu as vécu ça ? Elle me dit, mais non, j'étais heureuse pendant le Covid. Et là, je réalise à quel point ce qu'ils sont en train de vivre, enfin, je l'avais réalisé, c'est pas que je le réalisais là, mais pour vous dire aussi à quel point nous, ce qu'on qualifie encore comme un moment terrible, des confinements, ici en Europe, pour elle, c'était un moment de bonheur, parce qu'elle était tranquille chez elle avec son accès à Internet, en paix entre guillemets, c'est-à-dire sous occupation israélienne, certes, mais pas sous les bombes. Et en comparaison, ce qu'elle vit là, c'est l'enfer absolu. Et moi, dans mon cas, en fait, qu'est-ce que j'appelle mur ? Moi, j'ai été, donc vous l'avez évoqué au début de l'enregistrement, que j'ai fait de la prison presque un an à mes 16 ans, de 16 à 17. Ensuite, je perds mes droits, donc je ne peux plus retourner au lycée, je ne peux pas aller à l'université. Une fois que j'ai mon bac, que je passe quand même en candidate libre, j'obtiens un très bon rang, de très bonnes notes et tout ça, mais malgré mes qualifications scientifiques, je suis
enfin, on me laisse pas aller à l'université. Je suis refusée ou rejetée à cause de l'enquête de moralité qui est systématique en Iran. Du coup, et je suis quasiment assignée à résidence. Je peux juste aller me présenter devant enfin, les gardiens de la Révolution une fois par semaine pour dire ce que j'ai fait pendant. Voilà. Donc, je suis en liberté surveillée, en résidence surveillée. Et ça dure presque 2 ans de plus. Donc, pendant 3 années, je suis quasiment, en fait, ou en prison ou à la maison, enfermée à la maison. Et puis, avant ça, il y a quand même ces années où les frontières de l'Iran étaient fermées. En fait, les frontières se ferment donc en 79 et s'ouvrent en 84. Et là, par un entêtement d'une façon naïve, un peu, voilà, comme quand j'ai voulu aller. Je suis beaucoup plus âgée qu'à cette époque-là, mais j'ai gardé une part de voilà, ma naïveté. J'ai l'impression que je veux la préserver. À cette époque-là aussi, je savais que je ne devais pas quitter le territoire iranien, j'avais pas droit, mais Oui. je demande quand même un passeport. Et par une erreur administrative, on me l'accorde parce que les fichiers n'étaient pas centralisés. Donc moi, je me tourne vers un ministère et il y a un autre ministère qui m'avait bloqué. Donc je l'obtiens le passeport et je quitte l'Iran comme ça, avec un passeport. Et après, je me fais bloquer en 89, plusieurs années après, quand je rentre retourne pour voir mes parents. Là, ils me cueillent de nouveau en disant tu n'avais pas le droit de quitter le pays. Ils me confisquent mon passeport. Je repasse. Enfin, je vous passe les détails. Mais je veux dire, donc les murs, je connais. Je sais ce que ça veut dire d'être enfermé chez soi, de ne pas pouvoir sortir, de ne pas pouvoir voyager, de ne pas pouvoir faire ce que tu as envie de faire. Je connais tout à fait ce sentiment, même si, évidemment, ça n'est pas comparable avec ce qu'elle a vécu. Je ne veux pas du tout mettre ça sur le même plan, mais voilà. Oui. Et dès le début de vos échanges, donc dans le premier échange que l'on voit, je crois qu'il y avait eu un échange téléphonique avant, mais le premier, puisque c'est filmé vraiment dès le début, oui. Donc le contexte est posé, le réseau Internet est très précaire, il y a de multiples déconnexions, il est même quasi inexistant sur toute la zone où elle vit avec sa famille, il n'y a pas d'eau, et elle dit tout ça sans plainte. Elle était toujours comme ça, avec cette force intérieure. Enfin, je ne parle pas de la fin, hein, mais dans les premiers mois, avec cette force intérieure, même en dehors de vos échanges filmés. Oui, 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 c'était vraiment une lumière. Elle vibrait quoi. Elle était solaire. C'était souvent les gens me demandent est-ce qu'il y a des moments que tu n'as pas voulu mettre dans le film parce qu'elle était trop fragilisée, etc. Oui. Je dis non. Il y a le meilleur et le pire dans le film. C'est-à-dire que comment dire la jauge, cette énergie qu'elle dégageait, c'était incroyable. Même dans les moments les plus bas de son énergie, elle est quand même solaire. Elle reste solaire avec ce sourire. Et même quand elle est fatiguée, même quand elle a peu de nourriture, qu'elle est mal nourrie, que le bruit des drones, ça l'atteint. Alors oui, elle m'envoie un moment, un audio qui est d'ailleurs dans le film, où elle dit j'ai une migraine, j'en peux plus de ce bruit qui nous entoure H24, et je comprends. Mais elle reste très combative quand même. Oui, c'est impressionnant. Hein. Ouais. Et donc Fatma va être pendant presque 1 an vos yeux, vous dites, et donc maintenant nos yeux aussi à Gaza. Et vous êtes devenu, grâce à ce film et à ce livre avec ces photos, et vous êtes devenu, vous, un lien entre elle et le reste du monde. Donc et ça vous met souvent mal à l'aise d'ailleurs de devoir, et on le comprend, de devoir lui répondre lorsqu'elle vous demande où vous êtes, de devoir lui décrire votre vie plutôt agréable, confortable. Vous voyagez pour la promo de votre dernier film, donc La Sirène, au Canada, en Italie, en France, et Fatma, elle est coincée dans cette situation qui devient de plus en plus apocalyptique, et elle a soif, on sent, elle a soif de se relier au monde, de connaître à travers vous le reste du monde. Elle espère pouvoir visiter le reste du monde plus tard, et ce reste du monde qu'elle n'a pas eu la chance de connaître. Qu'est-ce qui l'a marqué le plus lorsque vous lui montriez des images? Parce que si j'ai bien compris, elle vous en demandait des images, elle vous demandait de lui envoyer des photos. Oui, oui, oui. Alors, moi, au début, je suis gênée, je lui avoue franchement, en fait, parce que la transparence, c'était notre pacte. Même si on l'avait pas évoqué, mais ça me semblait normal, en fait, de rien lui cacher, quoi. Même si ça pouvait paraître gênant, je trouvais que c'était la moindre des choses qu'elle sache où j'étais, ce que je faisais pendant que je lui parlais.
Tout à fait. Et en fait, elle, très vite, elle me rassure, et à chaque fois que je lui en reparle, parce que ça revient quand même assez régulièrement dans nos conversations, lorsque surtout elle disparaît, elle est évacuée, elle est en danger, à ces moments-là, je me sens mal, quoi. Oui, Et je le lui dis, elle me dit, mais tu es à mes côtés et ça me suffit. Et puis, elle dit où elle a envie d'aller, en effet, même à Téhéran où je peux pas retourner moi, et elle s'étonne que je ne puisse pas rentrer chez moi, elle comprend pas pourquoi, et là où je réalise que il y a quand même des informations auxquelles elle n'a pas accès, peut-être qu'elle sait beaucoup de choses sur beaucoup de pays, mais peut-être moins sur l'Iran, et je trouvais que c'était intéressant aussi de partager un petit peu mon expérience iranienne, et des difficultés politiques que l'on traverse, même si elles sont encore différentes, pour qu'elle et je me rends bien compte que, évidemment, les Palestiniens n'ont pas la même lecture du régime iranien que d'autres pourraient avoir, oui, pour oui. des raisons assez compréhensibles. Et elle est très à l'écoute. Elle est toujours très ouverte, très curieuse, très à l'écoute. Elle pose des questions. Et sur mes voyages, c'est pareil. Elle demande des, euh, des images, et je lui en envoie, donc des images qui ne sont pas dans le film, mais aussi des manifs, lorsque je manifeste pour la Ah oui, Palestine, là où je suis dans le oui, monde. Je lui envoie toujours des vidéos et des photos, et ça la touche beaucoup. Et puis un jour elle me dit, et je dis, ça te fait quoi? Elle me répond, je, 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 je comprends que les gens se préoccupent de nous mm, partout dans le monde, et donc mm, elle dit, oui, je sais que beaucoup de gens pensent à nous oui, et ils font des choses, mais ce n'est pas assez. oui. Elle dit ça. J'ai Et noté je ce comprends. passage et c'est vrai qu'on se pose la question nous aussi parce qu'on voit bien que finalement enfin, on espère que là ça commence à bouger, mais pendant tout ce temps-là, on voit de plus en plus de gens se mobiliser, de plus en plus de personnalités, de manifs, et on ne voit pas d'effet. D'abord, voilà, c'est ça. On ne voit pas d'effet. C'est-à-dire que les massacres continuent, le Oui, génocide continue. Et il y a beaucoup de gens qui se mobilisent d'abord par le public en général, et l'opinion publique a vraiment glissé. Enfin, il y a eu un glissement très net de l'opinion publique mondiale, heureusement. La oui, gouvernance commence à bouger, mais ce sont des actes. Bon, alors, comme disait un ami palestinien hier, euh, Hussam Hindi, qui présentait le film avec moi à Rennes, il disait, je suis palestinien, depuis ma naissance, j'attends ce moment, je prends. Tout ce qui vient de positif, je prends. Mais ce n'est pas assez, en fait, parce que, voilà, la nuit dernière et aujourd'hui encore, je vois les nouvelles des massacres. C'est-à-dire que, heure par heure, l'armée israélienne est en train de tuer des civils, des enfants, palestiniens, sous prétexte de rien du tout. En fait, ce qu'ils sont en train de faire ne ramènera ni les otages israéliens, ni ne donnera la sécurité à Israël escomptée, et ni n'anéantira le Hamas. Rien des objectifs militaires et politiques qu'annonce officiellement Netanyahou ne sera atteint par ce qu'il est en train de faire, parce qu'en réalité, c'est pas ça qu'il cherche. Il cherche à garder le pouvoir pour ne pas aller en prison. On mm, le sait, le mm, monde le mm. sait. Et Trump et voilà, les États-Unis d'Amérique, enfin le gouvernement américain, pas les Américains, puisqu'il faut séparer les peuples de leur Tout à fait. gouvernement. Oui, Mais Trump veut la même chose. Enfin, il veut, oui, le oui, prix Nobel de la paix, comme vous l'avez dit, mais surtout, il envoie des armes, et après, il est en train de faire, enfin, c'est un enfer, transformer Gaza à une Riviera, ah oui, avec cette vidéo orientale, ça n'a pas tellement de sens. indécente, cette espèce de vidéo avec Musk et avec faite en intelligence artificielle avec la C'est Riviera hallucinant. rutilante. Je comprends même pas qu'on puisse laisser des choses Oui, pareilles se dire, se faire. C'est totalement criminel. Et en fait, le pire, vous savez, c'est que c'est en train, et ça a fait torpiller le peu de poids qu'avait l'ONU et qu'avaient les conventions internationales de droits humains, et on est en train de se tirer une balle dans le pied, notre humanité. Nous sommes tous en train de laisser faire quelque chose d'abominable qui, à mon avis, sera jugé un jour. Vous savez, c'est le temps du jugement vient. Hein. oui, oui, C'est venu pour ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça va venir pour ce génocide aussi. oui. Mais j'espère juste que la reconnaissance d'un État palestinien qui va être prononcé par la France cet après-midi, ce Aujourd'hui, soir, oui. voilà, euh, par Emmanuel Macron, ne sera pas fait pour un État qui n'aura plus d'habitants, parce qu'il Mais faut c'est quand même ça. préserver les Palestiniens, quoi. Mm, mm. Ça, on est loin,
on est nombreux et on le dit depuis longtemps. Et faudrait des actions très concrètes et très rapidement. On espère, on espère, on espère. Comme Fatma, avec ces photos, vos films sont votre moyen de résistance. On voit bien que vos sujets ne sont pas anodins. Un moyen de conjurer le sentiment d'impuissance aussi, justement, parce que là, avec exactement ce que vous étiez en train de dire, il y a un sentiment d'impuissance, même si on fait des manifs où on voit bien que ça ne change pas la situation sur place, leurs conditions de vie, ça ne les protège pas, ça ne leur amène pas à manger, donc il y a ce sentiment d'impuissance. Vos films, donc, qui sont votre moyen de résistance, y a-t-il des choses après la sortie de vos films, de ceux que vous avez faits jusqu'à maintenant, jusqu'à celui-ci, qui vous encouragent à continuer, qui vous donnent de l'espoir par rapport à ce moyen? Oui, bien sûr. Si j'avais pas ces retours affectifs et intellectuels qui me stimulent, j'aurais jamais fait ce métier qui est un des métiers les plus durs du monde, je dois le dire. Oui. Je crois que ça a été même recensé que le métier de metteur en scène, de cinéma ou metteuse en scène est parmi les moins bien rémunérés, les plus durs, d'un point de vue mental et physique au monde. Après, surtout dans le documentaire. Surtout dans le documentaire. Tout à fait. Mais c'est cet amour qui vous revient, qui vous recharge vos batteries en fait. Depuis l'un des premiers films que j'ai fait qui s'appelle Homi Setna, un filmmaker que j'ai fait en 2000-2001 en Inde, qui a été primé au cinéma du réel et en Inde aussi, qui a le prix Presky, etc. Sur un vieil homme, un documentariste justement parsi. Zoroastrien parsi de la communauté parsi en Inde. Et des années après, donc Romy a vu ce film par contre avant de décéder, puisqu'il est décédé, c'était la fin de sa vie, il est décédé peu de temps après, mais il a vu le film. Et des années après, quelqu'un m'a dit, un documentariste que j'ai rencontré dans un festival m'a dit, tu sais que je fais des documentaires à cause de toi, c'est ce film-là, quand je l'ai vu, j'ai su que je devais faire ça. Et ça, c'est incroyable. Ça vous donne aussi Et puis, pour Put Your Soul, évidemment, c'est quand même très flagrant puisque je reçois des messages incroyables de soutien, de remerciements, des insultes aussi, mais ça, je les mets de côté, j'oublie. C'est pas grave. Mais beaucoup, 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 beaucoup de témoignages très touchants, extrêmement touchants de par les gens, même parfois sans qu'ils aient vu le film, sans qu'ils aient vu le film, ils en ont entendu juste parler, ils ont vu la bande-annonce. Oui, il y a une dame qui m'a écrit que depuis que le film, elle l'a pas encore vu puisqu'elle habite en province et le film n'est pas encore sorti partout, mais elle me disait je vais venir, je voudrais vous rencontrer. Il y a le livre, et Fatma est devenue ma raison de vivre depuis. Ça m'inspire tellement. Quand vous recevez ce genre de témoignages, bien entendu, vous dites bon, ça sert à quelque chose de faire le film, même si l'effet n'est pas autant que j'avais escompté, que j'avais imaginé, que j'aurais espéré. J'aurais voulu que cette reconnaissance, par exemple, ait lieu dès le mois de juin. J'aurais voulu que le génocide s'arrête, que ce film fasse bouger les choses plus rapidement. Mais bon, c'est peut-être un peu prétentieux de ma part. Mais le film, il sort en salle seulement mercredi en même temps. Et oui, il y a eu des avant-premières, mais ça reste confidentiel par rapport à une sortie. Absolument, mais il y a eu des on a fait une centaine d'avant-premières en France, c'est quand même assez inédit pour un documentaire. Et il a fait, je sais plus combien de festivals. J'ai fait une fois le tour du monde. Je pense que d'ici la fin de la promo, j'aurais fait 3 fois le tour du monde si je fais tous les festivals auxquels je dois. Mais et je le fais. Bon, mon bilan carbone est très mauvais, ça par contre je reconnais, mais c'est important, je trouve. Mais c'est pour les droits humains, c'est pour Fatma aussi, pour Fatma Assona, qu'elle ne soit pas morte pour rien. C'est ce que je citerai une phrase là tout à l'heure justement qui est dans le livre, et ça répond en fait à ce qu'elle souhaitait. C'est une façon aussi d'emmener tout ce travail jusqu'au bout et jusqu'où elle souhaitait qu'il aille, quoi. Exactement. Et en fait, c'est vrai que je suis déchirée, ou comment dire, non pas déchirée, tiraillée, je veux dire, c'est plus juste comme mot, entre un temps court et un temps long. Il y a le temps court de l'urgence humanitaire à Gaza, et il y a un temps long du cinéma, et il y a un temps long de la diplomatie.
Et il y a un temps court de l'urgence humaine. Donc, je suis tiraillée. Parfois, je veux que les choses avancent vite, mais je sais en même temps dans ma tête que ça n'est pas possible toujours à la vitesse à laquelle on aurait voulu. Mais là, en fait, l'urgence est quand même grande. Il faut vraiment, vraiment tout faire pour que les massacres s'arrêtent. Et ça ne viendra, on le sait très bien aussi, même Emmanuel Macron, je le sais encore mieux que nous, ça ne viendra qu'avec des sanctions et avec la fin de la livraison des armes et des pièces, Mais des oui. composantes qui servent à construire des armes et à attaquer. Et si on arrêtait ça, eh ben, en 3 semaines, l'armée israélienne mettrait fin à ces attaques. Et si on ouvrait, on cassait le blocus, la nourriture arriverait, la famine s'arrêterait. Enfin, les mesures sont très simples. Hein. Qu'est-ce Il que y a vous juste pensez de la flottille qui est partie là pour casser ce blocus, justement? J'allais vous dire ça, que j'étais à 2 doigts de partir sur la flottille et Ah oui, j'admire tous les gens, c'est que ce extraordinaire, soit hein. des personnalités du cinéma ou des journalistes ou des humanitaires qui soient dessus. Ça fait 2, 3 fois que je vise ça, mais en Oui. fait, je suis, voilà, encore une fois tiraillée par aussi ma responsabilité de représenter le film et de voyager avec le film. Du coup, j'ai pas fait parce qu'il y a énormément de voyages et je me disais que c'est aussi important que ma parole soit, enfin, liée à la présentation, aux présentations Oui, du puis film. c'est Du coup, complémentaire en fait. Là où vous êtes tout à avec fait. ce film, eux là où ils sont. Et je trouve Oui. que les prises de parole des différentes personnes, et Adèle Haenel là en ce moment est en train de faire des petites vidéos, donc on peut la suivre sur C'est Instagram génial, avec absolument. Rima Hassan. Je les trouve extraordinaires toutes les deux dans la justesse de leurs propos. Bon, c'est sûr, elles s'en prennent plein la tronche par plein de gens, mais moi je suis vraiment Ça n'est admirative pas grave. Moi aussi, je suis. de la justesse de ton qu'elles ont depuis le Absolument. début. Et Adèle Haenel, elle présente justement plusieurs personnes qui sont sur plusieurs des navires qui sont en route, parce qu'on sent depuis le début toute son humilité, le fait ça amène un plus quand il y a des noms connus, Greta Thunberg et compagnie, qui ont participé à la première flottille, mais en même temps, elle est très consciente de sa place et elle aide à faire connaître les autres, et aussi par rapport au fait qu'Israël en ce moment est en train d'essayer visiblement de construire un nouveau récit pour tous les associer au Hamas, comme peut-être ils ont essayé d'associer Fatma, puisqu'ils ont dit qu'ils avaient visé quelqu'un. Mais en fait, donc, je me demandais, moi, de l'extérieur, est-ce que ça veut dire que toute personne qui parle contre, qui dénonce en fait ce que fait Israël actuellement, le gouvernement israélien, disons, et ses soldats dans cette partie du monde, à Gaza et en Cisjordanie, toute personne qui critique est maintenant associée au Hamas? Écoutez, c'est une rhétorique qui est quand même très usée, Ben oui. employée par l'armée israélienne et par Netanyahou aussi, de dire que, il n'y a pas de personnes innocentes. Tous les enfants sont des futurs potentiels combattants du Hamas et tous les Palestiniens sont des membres du Hamas. Ils le disent, enfin, ils l'ont tellement dit. Et donc, par excellence, tous ceux qui seraient contre cette logique binaire, noir et blanc, machiavélique, mais qui ne parle que pour les intérêts de Netanyahou surtout et de sa coalition d'extrême droite, qui met à mal même l'Israël, la société israélienne, Ben hein, oui, comme bien sûr. voilà, on n'a qu'à écouter Nadav Lapid et beaucoup d'autres. Enfin, là, je cite un confrère cinéaste, mais je veux dire, les, 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 les Israéliens progressistes sont nombreux à dire depuis longtemps qu'on n'en peut plus, pas un entre nous, et des gens d'origine juive non israélienne aussi, par ailleurs, partout dans le monde. Le problème, c'est que, oui, et cette rhétorique, elle est, vous savez que ça va, enfin, c'est pas du tout rigolo, c'est gravissime, et c'est pas comparable, mais c'est juste pour donner un exemple que de toute façon, on peut, comment dire, les régimes, parce que Israël, pour moi, a cessé d'être une démocratie. Enfin, ça, c'est mon avis personnel. Après, chacun. Mais je veux dire, quand on fait ce genre d'allégations et présomptions, quand on attaque des journalistes, quand on casse les plumes, quand on tue des photographes, quand on cible des poètes, on est sorti
du cadre démocratique. Donc ça, c'est moi mon analyse. Mais j'écoutais Manon Loiseau, grand reporter qui présentait son film qui est passé hier soir sur Arte, son dernier documentaire sur la Russie. Et ben, quand on n'a pas le droit de prononcer le mot guerre ou voilà, et que c'est passible parce que le conflit c'est une opération spéciale selon les mots de Poutine, et c'est comme ça qu'il faut le qualifier, pas comme guerre. Et comme quand en Iran on parle de je ne sais pas, pour n'importe quoi, pour un oui, pour un non, on est taxé en tant que dissident d'être espion de Mossad, et on est emprisonné, passible de la peine de mort, y compris l'otage française Cécile Collère et puis Jacques Paris, son compagnon. Oui. Voilà, ça, ce sont des comportements antidémocratiques, autocratiques qu'on reconnaît à d'autres et qu'on condamne lorsqu'il s'agit d'autres pays et d'autres régimes. Et pourquoi on ne le ferait pas dans le cas d'Israël, du gouvernement Netanyahou? Parce que ça n'est pas valable. C'est pas possible de dire que Rima Hassan et Adel Enel sont affiliés au Hamas. Ça ne tient pas debout. C'est bien entendu que la flottille a un but humanitaire, va pour casser le blocus. Et évidemment qu'on a tous envie d'être avec eux et elles, parce que il y en a marre de voir des enfants mourir de faim. Enfin, dans les vidéos, les images sont tellement nombreuses, on est assailli d'images. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui disent je peux pas voir. Moi, je regarde tout ce que je peux et je partage tout ce que je peux. Vous l'avez constaté sur mon film Instagram. J'exagère même parfois, mais je peux pas ne pas le faire. Et comment est-ce qu'on vient dire que ces gens-là sont affiliés au Hamas? Mais quel rapport? Je veux dire, depuis quand est-ce que ne pas tuer des enfants ou ne pas affamer des civils est devenu un slogan politique pro-Hamas? C'est juste une phrase humanitaire, c'est le bon sens humain. Moi, j'achète pas, et je suis, voilà, comme j'ai dit, je trouve que ce sont des comportements antidémocratiques, voilà. Alors, Fatma, elle est... Je suis désolée, je suis sortie un peu de l'idée, pardon. Non, mais c'est bien. Bah, c'est un minimum. Mais oui, mais c'est un minimum quand même par rapport à toutes ces images que l'on voit et où on se sent impuissant derrière nos écrans. Là, on aimerait bien qu'il y en ait plus de colère, d'indignation. Exactement. Et justement, Fatma, elle est extrêmement digne dans ces images que l'on voit, dans ses propos. Je me disais, elle fait vraiment honneur à son peuple. Hein. Et oui. Je me demandais, est-ce que des Palestiniens ou des proches de Fatma, parce qu'à à Gaza, j'imagine qu'avec l'état du réseau Internet, c'est difficile, mais est-ce que certains ont pu voir le film? Alors, sa meilleure amie l'a vu. Très rapidement, je lui ai envoyé et oui. Elle l'a vu. J'ai pas voulu l'envoyer, et puis il y a que sa mère en fait, et j'ai pas voulu l'envoyer à sa mère pour deux raisons. D'abord parce qu'elle ne parle pas l'anglais, elle ne comprend pas l'anglais, donc ça aurait été compliqué parce que tout le film est en anglais, même avec les sous-titres, de toute manière ça aurait été difficile pour elle, et surtout parce que je me disais ça va être extrêmement éprouvant pour elle de voir dans l'état dans lequel elle est, 2 heures de film avec sa fille à l'écran comme ça, après l'assassinat de Fatem. Donc je n'ai pas voulu, je me suis dit que le jour où elle me le demanderait, je le ferais bien sûr tout de suite. Et pour l'instant, elle l'a pas vu, mais sa meilleure amie, évidemment, elle l'a vu, et puis elle assez vite au mois d'avril, et elle m'a dit, j'ai pleuré, je ne fais que pleurer, elle était effondrée, évidemment. Oui, et il y a une autre de ses meilleures amies qui décède pendant le film. Tout à fait. Elle est Mahsen Al-Khatib, qui était graphiste et animatrice. Elle est tuée. Elle n'est pas ciblée. C'est en fait une bombe qui touche le bâtiment à côté duquel elle vivait, à côté du sien, et l'écroulement du bâtiment sur son immeuble à elle. Donc fait qu'elle décède, elle est tuée sous les combles, elle meurt sous les combles, mais elle a aussi une vidéo que j'invite les gens à chercher, plusieurs vidéos, dont une où elle met en scène, elle dessine son petit frère avec un poulet, parce qu'ils n'avaient pas eu de poulet pendant 7-8 mois. Et elle rêvait de poulet, Fatma. Oui. Elle rêvait de poulet, Fatma, et Mahsen fait ça aussi. Son frère est tellement content d'avoir enfin un poulet, et ils parlent ensemble des recettes, comment ils vont cuire le poulet, tout ça. Et ça, c'était vraiment 2 jours, je crois, avant qu'elle meure sous la bombe. Et puis, pendant que le camp de Jabalia, parce que c'est là où elle vivait,
Et Jabalia a été attaquée, mais alors, parce qu'en fait, je dis qu'elle n'est pas ciblée, mais c'est une façon de cibler quand même, parce que quand un périmètre aussi réduit est ciblé autant de fois par des bombes, en fait, c'est comme si vous cibliez tous les gens qui l'habitent. Donc, au final, indirectement, elle a été ciblée. Et là, pendant certaines attaques, sur le camp, elle dessinait et elle animait en direct en fait les attaques. Ce qu'elle voyait de sa fenêtre, les flammes, les explosions, elle les mettait en ligne sur sa page Insta et sur d'autres médias. Et donc les vidéos sont très très touchantes aussi, ce sont des courtes vidéos animées. Et puis voilà, et là à ce moment-là, Fatem, elle était, je crois que c'est la première fois que je l'ai senti, comment dire. Fléchir un tout petit peu. Elle m'a envoyé un message qui n'est pas dans le film, mais elle m'a dit j'ai peur, pour la première fois je sens que ça pourrait m'arriver à moi aussi. Et puis, mais en même temps ça ne l'a pas arrêté, elle a continué, en fait, c'est passé. Après elle a continué quand même à photographier, à envoyer, à témoigner. Oui, parce qu'elle avait toujours cette dimension de témoigner. Quand elle disait My Gaza needs me, c'était plus fort qu'elle. Elle n'était pas repliée sur elle. Elle voulait servir, elle voulait être utile, aider. Ça se voit dans des choses que j'ai apprises d'ailleurs dans ce que vous dites dans le livre. Je vais aussi en dire quelques mots. On sait qu'elle chante aussi, puisque vous avez mis une chanson. Il y a un passage où vous expliquez dans le livre qu'elle elle allait aussi aider des enfants dans une école qui était devenue un refuge pour les aider par rapport à leur trauma. Tout à fait. Ça, c'est pas dans le film. Elle distribuait de la nourriture, ça, c'est dans le film. Mais sans se servir elle-même d'ailleurs. Sans se servir elle-même, tout à fait. Mais elle allait aussi, elle faisait des ateliers avec des enfants traumatisés et où elle recueillait leurs paroles et leurs récits et qu'elle mettait par écrit. Et elle m'en avait envoyé, mais effectivement, il fallait à un moment faire des choix de montage, donc tout n'est pas dans le film. Et ça, j'en parle que dans le livre. Oui. Je l'évoque. Les filles qui sont très forts d'ailleurs quand les enfants parlent, les enfants palestiniens, c'est incroyable. Il y en a qui disent oui, je voudrais être un oiseau et m'envoler. L'autre qui dit, enfin, c'est extrêmement touchant ce qu'on entend. Enfin, ce que je lis, pardon, transcrit par Fatem. سمعوني بغني قالوا صوت الريح سمعوني بغني قالوا صوت الريح يا نسيم يا عليل أنا والله قلبي عليك. Et on se demande parfois, en fait, si c'est l'instinct de survie qui la rend si forte. Et puis, parfois, et de plus en plus en avançant dans le temps, et donc dans le film, pointe un sentiment désabusé. Et elle dit, avant la guerre, je faisais de belles photos, de belles personnes, de jolis endroits. Maintenant, tu peux voir cette photo, ça contient juste noirceur, tristesse et destruction. J'essaie de trouver la vie dans ce monde parmi les morts. On comprend que ce qu'ils vivent, subir une telle folie destructrice, là, un tel déferlement de violence et de haine qui s'abat sur autant d'innocents, des civils, des enfants, on comprend que ça peut, chez tout être humain qui vivrait ça peut provoquer un sentiment de haine en retour, de révolte, d'injustice. C'est ce qui est terrible dans la guerre en général, d'ailleurs, c'est cet engrenage et les traces que ça laisse et laissera. Fatma, au moment où vous parlez avec elle, elle a déjà perdu 13 membres de sa famille. Et ce qui m'a surpris, c'est qu'on ne sent pas chez elle ce sentiment. Elle semble parler de ceux qui les tuent avec détachement. Est-ce que ça, c'est un effet de la répétition des drames ou quelque chose particulier de sa personnalité, ou comment expliquer ce détachement? Un peu des deux. C'est-à-dire que je pense que elle était au-dessus de la mêlée. Oui. C'était elle qui était vraiment, qui faisait preuve d'une grandeur d'esprit et d'une dignité incroyable. Oui. Mais c'est aussi l'ADN palestinien.
C'est aussi. L'ADN palestinien, je pense que beaucoup de Palestiniens, j'ai jamais entendu des paroles haineuses ni d'elle, mais ni des autres. Je vous ai cité ce que m'a écrit sa mère aujourd'hui. Je veux dire, comment, euh, euh, enfin, c'est un amour. Enfin, leur désarroi, ils le transforment en amour, en dignité, et vous le renvoient. C'est incroyable comme façon de. Je suis très très admirative. Et j'ai du mal parfois à comprendre comment, parce que voilà, moi, la colère ou la révolte ou l'indignation monte chez moi Oui. et se manifeste. Mais eux, ils ont. Oui, donc elle me dit, c'est difficile, mais tant que tu vas bien, je vais bien, mon amour. Bah, c'est-à-dire que c'est pas, elle les a écrits, donc elle les a pensés. C'est pas juste pour faire semblant, puisque on est loin l'une de l'autre, ça n'a aucune conséquence. Elle pourrait dire oui, je vais très mal. Ou nous, à sa place, j'imagine qu'on aurait écrit ça va très mal, c'est la catastrophe, Bah oui, effondré. et on serait effondré. Et ben eux, ils commencent à l'être. Hein, cela Oui, dit, oui. ça commence à les toucher. Moi, c'est la première fois depuis quasiment 2 ans que j'ai quand même des contacts réguliers avec les gens de Gaza. Pratiquement jusqu'à il n'y a pas longtemps, personne ne voulait quitter le territoire. Là, il y en a quelques-uns quand même qui disent si tu peux me faire sortir, Ah oui. je veux bien sortir. Parce qu'ils sentent aussi que enfin, la fin pourrait être proche à n'importe quel moment pour n'importe lequel d'entre eux. Quoi. Et la résistance des gens est différente, leur résilience aussi, enfin, selon les personnes, mais c'est insupportable de se dire que ils en sont arrivés à ça. En fait, c'est vers ça que Netanyahu veut les pousser. En fait, le but de la famine, c'est de les acculer pour qu'ils acceptent de quitter Gaza. Je crains que ce soit surtout ça, en fait, pour récupérer. Alors, il dit, je ne veux pas, je veux nettoyer la bande de Gaza de Hamas, anéantir le Hamas, et après, mais je ne veux pas contrôler Gaza. Mais c'est contradictoire avec ce qui est en train d'être fait. Oui, Donc, oui. Et pour dire quelques mots aussi de la colère face à l'injustice et du fait qu'elle est toujours comme étouffée ici en France, quand on voit la violence des images que l'on voit arriver et le peu de réactions que ça suscite par rapport à d'autres endroits qu'on a vu, desquels on a vu arriver des images comme ça, et encore ça ne durait pas forcément aussi longtemps. Donc en France, tout du moins, par rapport à l'horreur donc, de ce qui se passe à Gaza, et je vous ai entendu dans l'émission de Charline Vanhoenacker sur France Inter samedi soir, que j'ai écouté en replay, comme j'écoute souvent plusieurs interviews de la personne que je vais interviewer pour voir un petit peu ce qu'il en sort. Et je vous ai entendu, vous avez un ton très posé, et pourtant depuis le début, et depuis Cannes, en fait, on peut dire que évidemment, vous avez l'humilité de toujours remettre, votre personne en retrait par rapport à l'horreur de ce qui se passe à Gaza et de ce que vivait Fatma, mais vous avez aussi vécu ce deuil et pris de plein fouet sa mort, avec ces interrogations voilà, jusqu'où relier ça au travail que vous étiez en train de faire. Enfin, c'est quand même émotionnellement très, très chargé, et dans les interviews, on sent, vous êtes toujours très posé, il y a peu de colère. Et là, j'ai senti poindre un petit peu de colère lorsque, sur le sujet justement, d'indignation, par rapport au peu de réactions du Festival de Cannes, de la presse et de la société en général pour le décès de Fatma Assona, assassinée, on le rappelle, donc le lendemain de l'annonce de la sélection du film à Cannes. Ce peu de réactions qui devrait sembler indécent et révolter tout le monde, ce peu de réactions qui glissent en fait quasiment, ce traitement de l'information, est-ce que vous pensez qu'il est révélateur de tout le traitement un peu dysfonctionnel, je trouve, de l'information sur Gaza et la Palestine par une bonne partie de nos médias ici ? Absolument, absolument, ça l'est. Et c'est ça qui me met en colère, qui m'indigne, on va dire. Voilà, pour rester plus digne, on va dire que c'est de l'indignation profonde et de la révolte, parce que où est-ce que vous avez vu ça? Je veux dire, ça pourrait arriver à quelqu'un d'autre, d'une autre nationalité, d'être au cœur d'un film qui est sélectionné à Cannes par la sélection ACID, je le rappelle, parce que c'est important de le dire. Et donc, c'est le cinéma indépendant. Tout à fait. Et pas l'association, oui, pour le cinéma indépendant dans sa diffusion, ACID, donc l'acronyme. Et
à quel autre film, à quelle autre nationalité un fait similaire pourrait arriver qui ne annulerait pas carrément le festival même. C'est-à-dire qu'on viendrait cibler la protagoniste d'un film qui doit être... il y aurait eu des manifs, il y aurait eu des... Et on a dû... les personnes qui étaient à l'origine, donc que j'ai accompagné de ce texte, la pétition, ont vraiment mis tout en œuvre pour qu'au bout d'un mois, on récolte. Bon, et puis les signatures sont venues peu à peu, mais je veux dire, la prise de position du festival et des organisateurs du festival aurait dû être immédiate et beaucoup plus directe, beaucoup plus frontale. Alors, très bien pour ce qu'ils ont fait, je les remercie, mais c'est largement insuffisant. Vous savez, ce qu'on écrit sur les copies, là, peut mieux faire. Oui, oui. Voilà. Vraiment, il n'y a que ça à dire, peut mieux faire. Enfin, franchement. Et donc, bien entendu, je suis indignée. Là, au Festival de Venise, La Voix de Hind est sélectionnée et remporte le prix du jury, mais sur le tapis rouge et dans toutes les gens étaient fouillés systématiquement et dès qu'il y avait un kéfier, ils étaient refoulés, on leur confisquait le kéfier dès qu'il y avait un drapeau palestinien. Pourquoi est-ce que aujourd'hui en France le ministre démissionnaire Bruno Retailleau encore a demandé à ce que les drapeaux palestiniens soient retirés des mairies? Mais pourquoi? Je veux dire, est-ce qu'on ne reconnaît pas l'État? Alors, ça veut dire quoi? Est-ce que le président français n'est pas en train de reconnaître l'État et son ministre démissionnaire de l'Intérieur demande à ce qu'on retire le... Mais je veux dire, c'est totalement... ils se contredisent eux-mêmes. C'est pas normal. C'est pas On voit normal. bien mais c'est ça que peut-être qui peut donner un peu d'espoir, c'est qu'à force d'être sur une vision un peu tronquée, erronée de la réalité, il y a un moment là, on se fracasse le nez sur la réalité et ça va finir par... j'espère en tout cas que cette réalité va finir par être traitée comme elle doit être traitée et par apparaître comme elle doit apparaître. Oui, c'est ça. Ce matin, oui, j'ai enfin écouté un programme entier de France Culture sur la reconnaissance de l'État palestinien, etc. Mais des informations qui venaient par bribes, venaient de façon... je parle pas uniquement pour France Culture du tout, parce que c'est une des chaînes qui quand même traite, que j'écoute le plus souvent, que j'aime. Mais sur cette question précise, les médias dans le monde entier, mais même en France où la qualité quand même du traitement de l'information est supérieure à beaucoup d'autres pays, il y avait toujours des petites phrases, des petites formules tendancieuses qui venaient se placer avant, après une phrase pour justement dire par exemple que la défense civile palestinienne, organisation proche du Hamas. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ce sont des gens qui sont des secouristes. Hamas, c'est l'organisation, c'est le parti politique qui avait gagné les élections, donc forcément tous les ministères et la fonction publique dépendaient de Hamas. Bien entendu que c'était le cas. Donc en fait, projeter Hamas, ça veut dire quoi? Je veux dire, l'OMS reconnaît les chiffres de la défense civile palestinienne. Pourquoi est-ce que sur une chaîne d'infos sérieuse française, j'entends ça? Vous voyez, c'est choquant quand même. Et donc c'est une toute petite formule qui est glissée comme ça, mais ça fait son chemin. C'est un style de doute toujours. Voilà, exactement. Et donc on se dit peut-être que les chiffres ne sont pas bons, alors que selon l'ANSET, donc l'année dernière déjà, on disait plutôt 120 000, c'est-à-dire au moins le double. Et là, les 60 000 dont on parle, ou les 66 000, c'est largement sous-estimé. On aura un jour les chiffres. Enfin moi, je ne veux pas être l'oiseau de mauvais augure, mais malheureusement, ça me semble très très sous-estimé comme chiffre annoncé. Et ça, c'est le travail des médias qui n'est pas fait correctement. C'est le travail des journalistes qui n'est pas fait correctement, quoi. Pour quelles raisons? Allez chercher la réponse. Et Fatma, elle décrit dans le film un moment où ils ont dû évacuer. Ils ont laissé leurs vêtements, leur voiture, tout ce qu'ils avaient. Et la seule chose qu'elle prend avec elle, c'est son appareil photo. Elle, on sent que c'est vraiment sa passion. Et d'ailleurs, elle ne fait pas des photos avec un téléphone portable, comme on peut en faire des très bonnes aujourd'hui. Non, elle a un vrai appareil photo. C'est ce qu'elle emmène, sa chose la plus précieuse. Et ce livre donc, qui sort là, en même temps que le film avec ses photos, permet à la fois de voir son travail de photographe
publiées, ce qui est vraiment important, mais aussi de voir ces photos qu'elle faisait en prenant de gros risques pour témoigner des souffrances de son peuple, pour faire connaître. Le livre permet de répondre donc à son souhait que ces photos soient vues largement. Et j'imagine que pour vous, c'est aussi pour sa mémoire et une façon de réaliser son rêve. Est-ce que c'est un projet que vous aviez ensemble? Est-ce que le livre, vous en aviez parlé? Oui, alors je n'avais pas d'éditeur à l'époque, Oui. et donc ni pour le livre ni pour les expositions qui ont eu lieu, je n'avais pas réussi à le faire. Mais on en parlait depuis le début. En fait, le projet commun, c'était que moi je puisse disposer de ces images pour en utiliser une partie dans le film, mais aussi pour organiser des expositions et publier un livre. Sauf que la réalité triste est que lorsqu'elle a été assassinée, ciblée, ça a attiré, ça a produit une attention médiatique beaucoup plus importante, qui a rendu les choses possibles beaucoup plus facilement. Donc là, en effet, les expositions ont eu lieu et sont en train encore il y en aura de plus en plus. Il y en a déjà une dizaine en France et dans d'autres pays européens. Et puis l'éditrice, donc la maison d'édition textuelle, donc Marianne Thierry, m'a contactée et m'a proposé effectivement le projet de faire un livre qu'elle et son équipe de la maison d'édition ont fait vraiment dans un temps record, je reconnais. Bon, j'ai collaboré aussi, bien sûr, pour la mise en place et j'ai supervisé le contenu, mais en tout cas, on a fait un travail d'équipe dont je suis très, très contente, mais qui a été fait et qui a été rendu possible, mais malheureusement, après la mort de Fatem, une fois qu'elle était plus là pour le voir. Mais moi, depuis le mois de mai dernier, de 2024, j'étais en train. Donc, j'avais contacté l'image, j'avais contacté d'autres institutions, des éditeurs, mais c'est compliqué. C'est ça, en fait. Vous venez proposer le travail d'une jeune photographe palestinienne, personne ne vous écoute. Et après, une fois que le film était à Cannes et qu'elle avait été ciblée, qu'elle n'était plus là, là, les portes sont ouvertes. C'est comme ça. Mais bon, moi, je me dis qu'au moins son message fait le tour du monde. Elle voulait une mort retentissante. J'imagine que c'est de cette phrase que vous alliez parler. Oui. Et elle l'aura eu. Je fais autant de bruit que possible. Le film, vous l'avez présenté dans d'autres pays que la France. Je me demandais, est-ce qu'il y a des différences d'accueil, puisqu'on a des histoires avec cet endroit du monde un peu différent selon où on est sur la planète. Est-ce qu'il y a des différences de réception, d'accueil du public et de la presse en fonction des pays où vous êtes allé l'accompagner déjà? Écoutez, donc moi je l'ai montré, il a été montré à beaucoup d'endroits où je n'étais pas présente, puisque c'est impossible physiquement d'être partout. Mais moi je l'ai montré donc au Canada, au Festival de Toronto, donc en Espagne, en Belgique, en Hollande. Où est-ce que je l'ai montré? En Angleterre, bien sûr, puisque il est déjà sorti. Au Portugal, il a été montré, puisqu'il est sorti aussi en salle. Donc là, la prochaine sortie, c'est la sortie belgo-française, et le 24. Et ensuite, ça continuera. Il y a une dizaine de pays. La différence d'accueil, le public, je dirais, c'est pas quasiment la même chose. Il y a évidemment parfois des questions qui sont différentes, mais l'accueil est relativement de la même teneur, c'est-à-dire très ému, très dans le retenu, parfois en colère, selon les moments et les publics, mais l'intérêt médiatique est là aussi. J'ai fait énormément d'interviews. Le film d'ailleurs va sortir aux États-Unis bientôt, au Japon aussi, dans beaucoup de pays. Mais le seul pays européen, quasiment le seul, où il y a il n'y a pas de distribution déjà, et puis il n'y a qu'une projection prévue, c'est l'Allemagne, pour des raisons que vous pouvez imaginer, j'imagine. Et pas de presse, donc pas d'interview. Idéalement, il y a une projection qui est prévue au Festival de Hambourg tout début octobre, le 2 octobre. Il est programmé, certes, et j'attends qu'il y ait d'autres intérêts. Alors, il y a beaucoup de demandes d'associations, de militants, voilà, mais contrairement aux autres pays européens où on a eu tout de suite des demandes de distributeurs et où le film a été pris en distribution et il est même daté, l'Allemagne, on a personne. Ah oui, c'est intéressant quand même. Ça dit pas mal de choses, mais sur l'accueil, en fait, l'accueil est toujours pratiquement toujours très
très chaleureux et très, avec des teintes différentes, mais quand même beaucoup porté par l'émotion. I'm suffering from this depression. So this is what makes me taking a few time to understand. You know, You're suffering from what, do you say? from depression. Depression? Depression. Shattata. Mushattata. Okay. Yeah. This is recent? This is since the war? What? When did this start? Mushattata, I mean. 1 month later, for 1 month, it's increasing my mind. And when I was in my normal day, I feel like I'm out of mind, and I just watching everything. I have no reaction. I have nothing to do. I feel I want to just watch everything and keep silent. So it's very exhausting thing. I can't hear you. Did you tell anyone about this, about your depression? I have no one told about this because there is no one specialist of this or can fix this problem. And I think this problem cannot be end in the world. When the world ends, this can be end. Vous dites dans le petit texte qui est fourni avec le dossier de presse du film, vous dites « Je ne voulais surtout pas la réduire à sa seule situation géopolitique, au seul fait qu'elle était une Palestinienne sous les bombes à Gaza, mais laisser de la place à cette jeune femme si pleine de créativité, à sa présence si magnétique, pour montrer tous les aspects de son être. Elle était la plus éduquée et la plus active de sa famille. C'est elle qui la faisait vivre grâce à la vente de ses photos depuis que son père, qui était chauffeur de taxi, ne pouvait plus travailler. Être photographe était ce qui lui importait le plus, mais elle écrivait aussi et elle chantait. J'ai essayé de conserver les traces de toutes ses facettes. Je m'intéressais à sa vie de jeune femme. Elle qui avait l'âge de ma fille et qui évoluait au cours des mois de privation et de bombes. Je ne l'ai pas gardée dans le film, mais elle m'avait raconté avoir rencontré un jeune homme en décembre. Ils s'étaient fiancés. Et puis, elle avait cette relation très forte aux enfants. On l'observe sur beaucoup de ses photos. Dans une école transformée en abri, elle organisait des ateliers d'écriture avec eux pour parler de leur trauma, elle les aidait à formuler ce qui leur était arrivé. Et bien sûr, elle avait aussi ce côté militant de revendication de son identité palestinienne. Être photographe était inséparable à ses yeux de l'impératif de capter le génocide en cours. Quelle personnalité riche et exceptionnelle. Donc là, c'est ce que je disais tout à l'heure, en lisant ça, j'en ai encore découvert. Et quelle perte aussi. Vous avez su que en fait le bombardement ce qui s'est passé à l'endroit où elle vivait n'était pas un hasard. Vous en avez eu les preuves. Oui, absolument. Je soupçonnais, et puis il y avait déjà cette déclaration immédiate de l'armée israélienne qui avait dit qu'ils avaient voulu cibler un membre du Hamas, ce qui voulait bien dire que c'était une attaque ciblée, mais je n'en avais pas les détails. Et donc il y a eu par la suite, mais très rapidement, l'enquête de Forensic Architecture, qui est une ONG basée à Londres dans l'université de Goldsmith, fondée par Eyal Weizman, un architecte israélien. Et qui fait des enquêtes d'investigation sur les éliminations extrajudiciaires dans le cas de Palestine, bien sûr, mais sur d'autres thématiques aussi. Il y a aussi une enquête très célèbre dans le cas du rappeur grec Pavlos Fissas, qui a été très concluant dans l'issue du procès contre l'Aube dorée, le parti d'extrême droite. Et donc ici, ils se sont intéressés très rapidement au cas de Fatma Hassouna et de sa famille et leur assassinat. Oui. Et ils ont eu accès à des images qui avaient été
filmé par une équipe locale pour une interview que j'avais donnée à VDR, donc la chaîne allemande. Il y avait quand même eu ça, si, j'avais eu quand même des interviews. Au moment de Cannes, il y avait eu les médias allemands, ça me fait revenir à ceci, donc je corrige ce que j'ai dit. Les interviews, j'en ai donné, en tout cas, le reste de ce que j'ai dit, tiens, voilà. Et donc, ces images avaient été filmées de l'intérieur de la maison et montraient la maison après l'attaque. Et par les trous de l'impact des missiles, ils ont, et puis des images, d'autres images et d'autres informations auxquelles ils avaient accès, ils ont pu conclure qu'effectivement, c'était une attaque ciblée. Un drone a lâché 2 missiles par au-dessus de l'immeuble où vivait Fatem, qui avaient été programmés pour c'est vertigineux. Oui. Traverser 3 étages, les 3 étages supérieurs. On peut même programmer le nombre d'étages que ça va traverser. Absolument. Pour exploser à tel... Waouh, c'est dingue. Absolument, parce qu'il y a un timer. Oui, tout à fait. Donc en fait, au moment de l'impact, je l'ai appris récemment encore plus en détail, lorsque le missile atteint le premier impact, donc le toit, un timer est déclenché et le temps est calculé pour traverser les étages. Et donc, ils peuvent programmer exactement où ça explose. Et donc, ça a explosé au 2e étage où ils savaient très bien que la famille vivait et c'était une info exacte et ça a tout emporté. Voilà. Et tout le monde, toute la famille, excepté sa mère qui, miraculeusement, s'est réveillée, après avoir été dans le coma, elle a survécu. Et il y avait des enfants et une femme enceinte, je crois. Bien sûr, son frère le plus jeune, à part les 2 qu'on voit dans le film, il y avait le tout dernier, Yazan de 10 ans, et sa sœur qui était enceinte de 5 mois, et une autre sœur, et Fatem elle-même, et son père, qui sont tous partis, oui. Pour terminer, il y a beaucoup de ces phrases et de poèmes qui résonnent très différemment maintenant, évidemment. Par exemple, ce qu'elle dit dans le film et que l'on peut lire au début du livre, qui a été reproduit. « Je ne veux pas être juste une brève dans un journal ou un chiffre en bas d'une colonne. Je veux une mort que le monde entendra, un impact qui restera dans la durée, une image qui ne pourra être enterrée par le temps. » Fatma Assona. Et on comprend clairement, en la voyant évoluer tout au long du film, de votre film, qui n'est pas du tout question ici d'ego. Elle voulait être utile, elle voulait que ses efforts contribuent à améliorer la situation des Gazaouis et des Palestiniens en général, puisqu'en dehors de Gaza, il y a cette colonisation illégale et violente, qui est une autre source de souffrance et de révolte. Le film, donc, et le livre sortent mercredi en France. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à 2 jours de la sortie, et sachant qu'aujourd'hui, on a la reconnaissance. Alors, on a eu la semaine dernière l'ONU qui a reconnu officiellement l'appellation génocide pour ce qui est en train de se passer, et aujourd'hui, nous devrions avoir ce soir la reconnaissance de l'État de Palestine à l'ONU par notre président français. Et la sortie de votre film, alors je vous laisse la parole pour la fin. Alors, écoutez, comme je disais plus tôt, cette reconnaissance, je la prends comme un acte, un pas vers l'avant. Mais c'est largement insuffisant. L'histoire, je le rappelle, a commencé en 1917, si ce n'est avant, avec la déclaration de Balfour, qui a donné des terres qui lui appartenaient pas à des gens pour créer le foyer national juif, au lieu de leur donner peut-être des terres en Europe. Puisque la plupart, il y a une grande partie de la communauté juive est originaire de l'Europe. Mais bon, c'est quand même le prolongement d'une vision coloniale, et ça, c'est ce que je déplore, et je crois que les tensions qui sont liées à ce conflit et au génocide actuel sont prennent leur origine dans l'héritage colonial européen qui n'a pas du tout été ni exposé, ni digéré, exactement. Oui. Pas encore, en tout cas. Et ça se passe, ça a été transposé au Moyen-Orient, alors que c'était pas du tout le lieu de ces tensions, que ces tensions viennent de l'Europe, puisque en fait, là, le lieu
aussi de l'antisémitisme le plus exacerbé et quand même se trouve en Europe. Et c'est ici que le génocide des Juifs a eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais tout cela a été transposé par une main de maître sur un territoire qui n'avait rien à voir a priori avec ni sa population ni voilà. Donc bon, il y a beaucoup de choses qu'il faut rectifier. Je dirais que dans une lecture historique saine et sensée, qu'il faut créer, qu'il faut initier, beaucoup de choses seront à réécrire. Mais en tous les cas, cette reconnaissance est un premier pas vers un possible apaisement, mais ça ne nous dégage pas du tout, ni le gouvernement français, ni le président, ni les autres gouvernements européens, du devoir d'empêcher, d'arrêter le génocide immédiatement. Il y a déjà un devoir de prévention qui n'a pas été fait. Là, il faut vraiment arrêter. La semaine dernière à Bruxelles, j'ai pu assister un petit peu au début d'un procès qui a été lancé, une plainte qui a été déposée par un groupement d'avocats qui font partie d'un collectif qui s'appelle Droit pour Gaza, contre l'État belge pour la non-prévention du génocide. Et je pense que la même chose peut être intentée à l'encontre de tous les gouvernements européens qui auraient dû se bouger beaucoup plus tôt. Mais bon, aujourd'hui, nous sommes le 22. Il y aura potentiellement tout à l'heure la reconnaissance faite par Emmanuel Macron et il faut aller de l'avant. Aujourd'hui, on est donc le 22 septembre et cette reconnaissance qui aurait dû avoir lieu il y a plus d'un siècle déjà et qui au moins au mois de juin et maintenant. Aujourd'hui, on est à quelques heures du discours du président français pour concrétiser cela. Et une étape nécessaire, mais largement insuffisante. En fait, il faut faire tout pour que le génocide soit arrêté. Et ça ne viendra qu'avec des sanctions et des mesures concrètes. Et effectivement, j'évoquais le début du procès intenté par des avocats, un collectif d'avocats belges contre l'État belge pour la prévention du génocide. Je pense que ce procès, il peut être intenté contre beaucoup d'États européens ou la communauté européenne en général. Ce que je voulais dire, c'est que bien sûr que c'est important de juger les crimes du passé, mais ce qui est important, c'est aussi d'avoir des paroles justes au bon moment. Oui. Vous savez, demain, on pourra tous dire qu'on aura été contre le génocide, mais c'est aujourd'hui qu'il faut le faire. Aujourd'hui qu'il faut l'arrêter pour qu'il y ait plus de victimes, plus d'enfants massacrés, plus de civils massacrés. C'est aujourd'hui qu'il faut le dire. Et là, je vais faire un bond sur mon pays de naissance, l'Iran, parce que il y a peu de jours, nous étions au 3e anniversaire du mouvement Femmes, Vie, Liberté et de l'assassinat de Gina Mahsa Amini qui a eu lieu le 16 septembre 2022. Et d'abord, je voudrais attirer l'attention sur l'Iran et sur la lutte des femmes iraniennes qui continue encore et de partager cette pétition pour sauver la vie de Sharifeh Mohammadi, qui est une activiste iranienne sous la peine de mort. Et de dire que justement le régime iranien sévit de façon beaucoup plus drastique les dissidents, notamment depuis les attaques du mois de juin d'Israël sur l'Iran, que ces attaques non seulement n'ont pas affaibli le régime, qui a perdu quelques têtes militaires, bien entendu, quelques personnalités, mais qui, dans ce côté répressif, est beaucoup plus ferme et intransigeant vis-à-vis des dissidents et de la population iranienne, du peuple iranien qui lutte pour la démocratie. Et de dire aussi que c'est quelquefois les actes politiques de soutien ont un coût et qu'il faut avoir le courage d'assumer ce coût. Lorsque en 2022 nous avons été très très soutenus dans le monde entier, et je remercie tous les gens qui nous ont soutenus, énormément de femmes bien sûr, en premier lieu pour le mouvement Femmes de Liberté, c'était très beau et c'était un geste qui n'avait pas vraiment de coût, de se couper une mèche de cheveux ou d'aller manifester pour les femmes iraniennes qui étaient en lutte. C'était progressiste, c'était chic, c'était voilà. Mais aujourd'hui pour la Palestine, et depuis 2 ans, on est en train de s'égosiller à dire écoutez, c'est un génocide, il faut l'arrêter. Mais il y a un coût politique parfois à payer pour prendre la parole. Et cette parole-là, dans les médias, ça n'a pas été pris. Et c'est là où je reviens, en fait, je boucle la boucle, si vous voulez, pour la question de l'indignation et
et de dire que c'est important que les paroles justes viennent au bon moment aussi. Parce que plus tard, on pourra toujours, et il faudra juger ces actes et examiner et étudier. Mais aujourd'hui, c'est important qu'on lève la voix plus que jamais pour arrêter ce génocide. Et c'est le moment. Oui, ne pas être complice. Avant que ce ne soit trop tard, tout à fait. Très bien. Un grand merci, Sepideh Farsi, de ce long entretien au milieu de votre planning extrêmement chargé pour la sortie de ce film. Je vous laisse rappeler le titre. Alors, Put Your Soul on Your Hand and Walk, que nous avons choisi de traduire par Mets ton cœur sur la main et marche, et qui vient d'une phrase de Fatem. C'est elle qui me l'avait dit, et j'ai trouvé que ça résumait en peu de mots cet acte de foi et de détermination incroyable qu'elle a fait et pour lequel elle a donné sa vie. Oui. Donc le film sort le mercredi 24 septembre 2025. Et le livre aux éditions textuelles, le titre je crois c'est Les yeux de Gaza. C'est Fatma Hassouna, Les yeux de Gaza, et ça sort également le mercredi en librairie. Voilà, très bien. Alors on souhaite tout le meilleur, longue vie à ce film et à ce prolongement du travail que vous avez fait ensemble et qu'a fait Fatma Hassouna avec vous. Merci Sepideh Farsi. Merci à vous. Au revoir. Au revoir Anne. Si ce podcast vous a plu, n'oubliez pas de me mettre une bonne note sur votre application de podcast, par exemple 5 étoiles sur Apple Podcast. So Sweet Planet, c'est un site et un podcast indépendant. Merci donc de soutenir mon travail à partir de 3 € par mois sur Patreon. Vous trouverez le lien dans le descriptif de cet épisode.